Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Leonidas Vesperini, cofondateur de la société Mythic Games, qui est venu nous présenter leur nouveau projet Kickstarter, Monster Apocalypse. On connaît ton visage sur la chaîne puisque tu es venu nous présenter certains gros projets, déjà de la plateforme Kickstarter. On pense par exemple à Darkest Dungeon, on pense à Joan of Arc, Super Fantasy Brawl, des projets qui ont été livrés, d'autres qui vont l'être. On a notamment le Round 2 de Super Fantasy Brawl qui va arriver là. Il y a un petit mois de retard à cause des problèmes finalement de containers, mais qui sont connus du monde entier. Là aujourd'hui, tu es venu nous présenter justement un jeu qui est un petit peu dans l'air du temps par rapport à ce qui fonctionne, ce qui est cool. On va parler de gros robots, de gros monstres et d'extraterrestres qui se mettent sur la tronche avec justement Monster Apocalypse. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce jeu, à qui il se destine, quel est son format? Monster Apocalypse, c'est un jeu de plateau avec figurines de format escarmouche qui simule des combats de robots géants et de kaiju au cœur d'une ville remplie de gratte-ciel, prévu pour 1, 2, 3 ou 4 joueurs et qui peut se jouer en versus, c'est-à-dire 2 contre 2 ou 1 contre 1, mais aussi en solo, en coop ou en chacun pour soi. En tout cas, ce qui est génial, c'est vraiment la polyvalence du fait de pouvoir jouer tout seul contre une forme d'IA, si on veut jouer tout simplement contre justement un énorme kaiju, ou alors en coop, en versus. Ça, c'est une vraie plus-value. Il y a un vrai souci au niveau de l'échelle du jeu avec des monstres aussi bien extraterrestres que humanoïdes, en tout cas justement créés par l'homme, qui vont faire la taille de maisons, de buildings ou bien au-delà. L'univers, il est quand même super cool. Le fait qu'on soit à mi-chemin entre Pacific Rim, Godzilla, qui a été justement migré au cinéma avec Guillermo del Toro pour Pacific Rim, c'est juste génial. C'est intéressant que tu cites Guillermo del Toro parce qu'il faut savoir que Monster Apocalypse est un univers qui existe depuis longtemps et qui devait être adapté en film. Et Guillermo del Toro, c'était le réalisateur pressenti pour faire ce film. Et ça ne s'est pas fait. Par contre, l'idée il l'a conservée et ça a donné Pacific Rim. Donc ici, on va être sur un projet qui va être mené sur une campagne sur la plateforme Kickstarter qui va commencer le 2 novembre et qui terminera le 19 novembre. Tu as parlé justement d'un univers existant. Il faut savoir que Monster Apocalypse est une licence en fait qui avait été développée par Privateer Press, qui a déjà une communauté existante, principalement aux États-Unis puisque le jeu n'a jamais été traduit en français. Et alors justement, d'où sort ce projet pour vous? Effectivement, Monster Apocalypse, à la base, c'est un jeu créé par Privateer Press, qui a déjà eu 2 éditions. La première en 2008, c'était du pré-peint à collectionner. La deuxième en 2018. Et là, ce qu'on veut faire, nous, c'est sortir une version jeu de plateau, c'est-à-dire tout dans la boîte, tout prêt à jouer, à un prix beaucoup plus accessible et 100% compatible avec la dernière édition en date, ce qui fait que tous ceux qui jouent déjà à ce jeu, alors c'est surtout aux États-Unis, un petit peu moins en France, mais tous ces joueurs-là vont pouvoir profiter aussi de ce Kickstarter. Avant de rentrer maintenant dans le moteur de règles, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'univers, puisqu'on a parlé justement d'extraterrestres, mais il y a aussi justement toute une partie fluff qui a été développée. Oui, tu me connais, le fluff, j'aime bien ça. Et là, c'est très simple, on est sur Terre dans un futur proche, et les scientifiques, en observant les étoiles, ont vu une comète inquiétante qui se dirige sur la Terre. Ils n'en ont pas parlé au grand public, et ils se sont rendus compte que cette comète était habitée par des créatures énormes, gigantesques, colossales, et qu'il allait certainement y avoir un problème. Et donc, dans le plus grand secret, les différents États se sont assemblés et ont créé le projet GUARD, G-U-A-R-D, qui sont des robots géants qui vont pouvoir contrer cette menace au moment où ça arrive. Et le début de cette histoire, c'est que la comète s'écrase, elle produit des dégâts monstrueux dans une ville, il y a des gros monstres qui en sortent, qui veulent tout, qui sont les dévoreurs de planètes, qui veulent tout casser. Il y a au départ les gardes qui arrivent, donc ce sont des robots qui font 50-60 mètres de hauteur. Il y a donc des combats pour essayer de contenir la menace. Et puis, en même temps, on se rend compte que la Terre cachait des secrets. Il y a des créatures gigantesques qui se réveillent, soit des sortes de dinosaures gigantesques, soit des sortes de primates gigantesques. Et puis, petit à petit, il y a d'autres créatures qui viennent se joindre à tout ça, même des créatures qui viennent d'autres dimensions. Et en définitive, on a 2 camps. On a le camp des destructeurs, donc plusieurs factions qui sont ralliées sous la bannière des destructeurs, et on a le camp des protecteurs, avec les gardes, mais avec donc les ptérosaures, ces gigantesques dinosaures. On a les grands singes géants, mais on a aussi des trucs délirants comme une faction de Yakuza qui ont des sortes de combinaisons qui leur permettent de grandir jusqu'à 60 mètres de hauteur. Bref, il y a 2 clans, 2 coalitions, et les joueurs vont choisir s'ils veulent plutôt être les défenseurs de la Terre ou les destructeurs de la Terre. Ils choisissent leur faction et ils s'affrontent. Voilà, c'est ça le background en quelques mots.
Ça, c'est intéressant parce que tu parles justement d'un univers parfois un petit peu délirant, mais à côté de ça, le jeu ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que le jeu est fun, il est amusant, le jeu est très cinématographique, c'est-à-dire que vraiment on va pouvoir faire des prises, c'est-à-dire que un gros robot ou un gros monstre va pouvoir en prendre un autre, le balancer sur un immeuble. On a toute une gestion au niveau justement du début de la partie qui est la position des bâtiments. Déjà, la gestion de l'échelle, mais on parlera des figurines dans un deuxième temps, mais font vraiment que tu vois les bâtiments s'exploser, ça inflige des dégâts, ça laisse des débris, on peut prendre des plus petits monstres que soi, les balancer sur des gros, on peut les balancer, on peut vraiment faire plein d'actions justement aussi de monstres, c'est super intéressant par rapport à ça, mais derrière, on est aussi sur un jeu qui apporte une complexité, et c'est ça qui est rigolo, c'est que tu parles justement d'un aspect délirant, mais même si on est justement sur un jeu d'escarmouche, on va avoir les unités, c'est-à-dire les plus petites de ces figurines qui vont plutôt permettre justement de créer des synergies, de bloquer, de se buffer, pour derrière justement dévoiler la puissance de ces monstres. C'est exactement ça. C'est un peu trompeur, on pourrait croire que c'est un jeu où on lance des brouettes 2D et puis on rigole et tout ça, alors qu'en fait non, c'est un jeu très tactique, très... C'est pour ça que je dis que ça s'adresse à des wargamers, à des gens qui aiment bien constituer des armées. D'ailleurs, on constitue ses forces, on va essayer de choisir les meilleures combinaisons, les meilleures synergies possibles, les monstres, on peut changer de monstre. L'avantage qu'on propose un jeu de plateau et non pas un wargame, c'est que on a énormément de figurines et on va pouvoir tenter différentes compositions. C'est vrai que finalement par rapport à la topographie, en fait, dès le début de la game, on va justement organiser la ville et en fait, dépendamment des bâtiments qu'on va choisir, les règles ne seront pas les mêmes, c'est-à-dire que les actions qu'on va vouloir réaliser dessus, potentiellement pour les manger, enfin quand on est un monstre, seront pas les mêmes non plus. La gestion de l'échelle, j'en parlais tout à l'heure, mais elle est quand même géniale, ça nous permet aussi justement de parler un petit peu des figurines. Est-ce qu'on a assez finalement pour se faire une belle table de jeu, un beau plateau de jeu avec la boîte de base, à combien elle va être? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, alors les bâtiments ne sont pas que cosmétiques, c'est bien de le dire. Les bâtiments apportent également des règles spéciales. Quand on sécurise un bâtiment, on débloque des pouvoirs qui vont aider votre armée. Et les bâtiments, quand on les détruit, ça booste un petit peu les créatures. Donc tout est fait pour que ce soit pour tout péter, quoi. Voilà, le gros massacre dans la ville. L'avantage, c'est qu'on propose une boîte où il y a énormément de matériel. Pour te donner une idée, il va y avoir 8 gros monstres, 8 monstres géants, donc divisés en ces deux coalitions, et il y aura 2 factions par coalition, donc il y aura 4 factions. Il va y avoir 24 bâtiments de 3 types différents. Il va y avoir 40 unités qui sont les plus petites figurines, qui sont quand même géantes, hein. Elles font peut-être dans les 10-20 mètres seulement, tu vois, hein, pour te donner une idée. Il y aura aussi, bien évidemment, le plateau, recto-verso, donc 2 maps. Il y aura 52 dés, donc de 3 types différents, les tuiles, les cartes et tout ce qui va avec. Et alors, est-ce qu'on peut avoir une idée justement sur les différents stretch goals qu'on va pouvoir débloquer pour alimenter un peu plus le jeu? Parce que c'est vrai que ça suffisait pas, on en rajoute. Donc chaque fois qu'on va débloquer des stretch goals, ça va se rajouter au contenu de la boîte de base. Donc il va y avoir des nouveaux monstres, des nouveaux bâtiments, des nouvelles unités, etc. D'accord, donc ça sera finalement au même prix pour les pledgers. Et derrière, à combien va être proposé le jeu? Alors le jeu va être proposé à 119 $. Ça sera à peu près la même chose en euros une fois qu'on aura rajouté la TVA pour les Européens. D'accord, et là ça sera le pledge initial, c'est-à-dire boîte d'affrontement 2 joueurs, directement c'est la 4 joueurs. Justement, comment est-ce que ça va s'articuler? La boîte de base, elle est prévue pour 1 ou 2 joueurs. Donc on peut jouer en solo, en coop ou en versus, un joueur contre un autre joueur. Et ensuite, il va y avoir une autre boîte qui sera la boîte qui va s'appeler Battle Royale et qui sera la boîte pour pouvoir jouer à 3 ou 4 joueurs. Et ça, c'est une exclusivité, ça n'existait pas avant. C'est l'éditeur Privateer Press qui l'a créé pour nous. Donc il va y avoir de nouveaux monstres, les Apex, qui sont des gros monstres. Donc si on est à 3 ou 4 contre 1, on va vraiment affronter un monstre très badass. Et puis il y aura des maps pour 3 joueurs, pour 4 joueurs, il y aura des dés supplémentaires. Et ça permettra de faire du chacun pour soi, du 2 contre 2, etc. Ça multiplie les possibilités du jeu. Et cette boîte supplémentaire, elle sera vendue à 49 $. Mais si on prend le tout complet, ce sera 149 $. On se retrouve les Wargamers, cette fois-ci autour de la table de jeu. On a une partie seulement de la boîte de base ici, puisque vous êtes venu avec un prototype. On verra tout à l'heure le plateau pour le 2 contre 2. Là, vous allez le voir aussi, les cartes sont en anglais, mais le jeu sera bien évidemment disponible en français. Et que, encore une fois, là, on est vraiment sur du matériel de test et tout ça va évoluer. Au niveau ensuite, justement, de la répartition des figurines, on a chacun nos buildings, chacun notre composition justement d'armée. C'est moi qui vais jouer ici les guards. Toi, tu vas jouer les dévoreurs de planètes. Mais avant de montrer tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du plateau et de ce qu'il représente? Oui, alors le plateau de jeu représente une ville, il y en a 2 dans la boîte de base. On peut voir différentes cases, puisqu'on joue sur des cases. On voit notamment les fondations des bâtiments, donc soit sur fond vert, c'est là qu'on va placer nos bâtiments en premier. Ensuite, il y a les fondations jaunes, on passera les bâtiments. On voit des cases normales, on voit des cases qui sont occupées par de la végétation, c'est du terrain difficile, il y a aussi du terrain infranchissable. On a des zones comme ça
qui sont les zones de spawn. C'est là d'apparition en fait de nos unités, les petites figurines, soit bleues, soit rouges. Tu vois ici des cases de spawn particulières. Donc on les voit, les vertes là. Pour y aller, il faut s'occuper un activateur. C'est ces cases-là, il faut avoir une unité, donc pas les gros monstres, mais les petites unités là-dessus. Et là, on peut spawner ici aussi. Ensuite, on voit les cases violettes qui sont ici les zones de puissance. C'est-à-dire que si tu as des unités sur ces cases-là, ton monstre, lors de sa phase de monstre, va gagner des dés rouges qui lui permettent d'avoir des grosses attaques. La dernière case dont je n'ai pas parlé, c'est cette case-là, ça s'appelle la zone négative. Si une unité occupe cette case, lors de son prochain tour de monstre, eh bien, on retirera un dé de puissance rouge à l'adversaire. Donc, c'est assez pénalisant pour l'adversaire. Et donc, en général, quand on a une unité ici, l'adversaire va vite aller détruire la figurine qui s'y trouve. C'est parti, on vient de voir un petit peu le nécessaire de jeu qui est fourni dans la boîte de base. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de la cinématique de début de game? Là, on a chacun justement des figurines dans d'autres compos. On a aussi chacun les bâtiments de notre côté. On verra tout à l'heure justement comment est-ce que ça va se passer au niveau justement des aides de jeu, que ça soit au niveau de la console principale ou alors tout simplement l'équivalent des datasheets, c'est-à-dire des fiches des différentes unités qu'on va avoir. Comment se déroule une partie? Eh bien, au départ, comme tu le sais, on doit arriver avec sa composition d'armée, sa composition de bâtiments, parce que les bâtiments peuvent donner des petits pouvoirs spéciaux également, et on doit déterminer qui est le premier joueur. Alors pour ça, c'est très simple, on lance 5 dés, et on va prendre 5 dés blancs, celui qui fait le plus de... Sachant que chaque dé a une face 0, une face 1 touche ou une face 2 touches. Donc on va voir. Écoute, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, je suis 1, 2, 3, 4, 5. Draw. On va relancer. Et 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est donc moi le premier joueur. Si je suis le premier joueur, ça veut dire que je choisis la map sur laquelle on va jouer, entre les deux. Donc là, j'ai choisi cette map-là. Ça tombe bien. Toi, tu vas choisir la couleur de tes déploiements. Quelle couleur choisis-tu? Écoute, je suis les gentils, je vais jouer bleu, même si, encore une fois, j'aurais pu me déployer, si jamais il y avait un plateau asymétrique, par exemple, d'un côté ou de l'autre. Ensuite, c'est moi qui vais commencer à placer les bâtiments, et on va les placer de manière alternative. Et ensuite, c'est moi qui placerai mon monstre, et c'est moi qui jouerai en premier. Donc, en fait, quand on commence, je suis le premier joueur, je dois placer un de mes bâtiments, n'importe lequel, sur l'une, on commence par les verts, sur une des fondations vertes, donc je vais placer mon bâtiment ici. De mon côté, j'ai par exemple un bâtiment qui va permettre, s'il y a un monstre, donc s'il y a un ennemi, justement décide de se nourrir dedans, de récupérer des points de vie, c'est quelque chose que je vais garder dans ma zone à moi pour lui faire le maximum de trajet pour pouvoir justement se guérir s'il a besoin. Et en plus de ça, ça prend encore plus de sens puisque déjà, on va avoir des unités qui vont aussi pouvoir tirer. Et si on est à côté justement de ces gratte-ciel, si on est justement sur des cases adjacentes, on va avoir des bonus à l'attaque. En tout cas, moi, je vais faire miroir, c'est-à-dire que je vais utiliser un bâtiment un peu générique, c'est-à-dire avec des appartements dedans, que je vais venir mettre juste ici. Bon, moi, je vais placer mon gratte-ciel ici, sachant que lui, moi, je suis un monstre, donc moi, je mange les gens. Et donc, si j'ai besoin, je pourrais le casser pour récupérer un point de vie. On a donc maintenant terminé de placer justement nos différents bâtiments. Maintenant, c'est Léo qui avait l'initiative, puisqu'il avait plus de réussite que moi. Il va tout simplement pouvoir commencer à se déployer. Alors, je dois placer mon monstre sur les 2 premières cases de la ligne qui me fait face. Donc, moi, comme je ne suis pas aussi mobile que toi et que j'ai envie d'en découdre, je vais prendre une zone un peu dégagée. Et donc, je vais me positionner ici. Là, j'ai un couloir droit devant moi. Comme ça, je me rapprocherai de toi pour en découdre. Alors yes, comme tu viens justement d'en parler, au niveau déjà des 2 factions, les destructeurs vont être un petit peu plus justement létaux et aussi justement avoir des facultés de régénération, comme le fait de manger les gens dans des bâtiments. Là où pour le coup, moi en tant que gardien, en tant que protecteur, je vais avoir notamment plus de mobilité, puisque je vais avoir des jump packs qui vont débloquer des règles comme la super mobilité, qui va me permettre par exemple de passer au-dessus des bâtiments et ainsi de suite. Donc moi de mon côté, je vais venir me mettre juste ici, parce que moi aussi, j'ai envie d'en découdre. Et maintenant, c'est à moi de commencer puisque je suis le premier joueur. Et on regarde mon plateau et on se rend compte que au début de la partie, toi et moi, tous nos dés blancs se trouvent dans la zone des unités. Ça veut dire qu'on va devoir forcément faire une phase d'unité. Dans ce jeu, on n'active jamais ses monstres et ses unités ensemble. Soit on active son monstre, soit on active ses unités. Et je vais donc les faire apparaître sur le plateau en dépensant des dés qui sont donc ma ressource. Ce qu'il faut noter, c'est que quand tu dépenses des dés, en fait, tu ne les perds pas. Ils vont directement passer d'une jauge à l'autre, puisque tu as parlé justement d'activation, soit pour les unités qui seront ici, avec la ressource justement des différents dés qu'on va mettre, soit pour les monstres, et après la partie power, qui va tout simplement des points qu'on va permettre d'accumuler pour soit taper plus fort, soit faire des actions un petit peu épiques. Sachant que les dés rouges ne sont accessibles qu'aux monstres géants et pas aux unités. À son tour, chaque joueur va enchaîner 4 phases. Dans ce tour qui est un tour d'unité, on commence par la phase de spawn
de génération, d'apparition des unités. Et chacune de mes unités va coûter un certain nombre de dés pour apparaître. Les unités normales, basiques, elles vont prendre un dé. Donc, par exemple, si je veux faire apparaître un Chomper, je vais dépenser un dé. Donc mon dé passe de ma réserve d'unité à ma réserve de monstres et je le fais apparaître sur une zone rouge, donc par exemple ici. Je vais en faire apparaître un deuxième ici, par exemple. Je vais faire apparaître une unité d'élite, par exemple mon Exterminatrix. Je vais la faire apparaître ici. Je vais faire apparaître encore une unité normale, volante cette fois-ci ici. Donc toujours un dé. Et puis je vais faire apparaître une dernière unité normale ici. Ma phase d'apparition est terminée. Je passe à la deuxième phase qui est la phase de mouvement. Les unités ont chacune une valeur de vitesse qui indique le nombre de cases qu'elles peuvent parcourir. Donc par exemple mon Chomper qui a une vitesse de 5, je vais pouvoir l'activer ici. Il va pouvoir faire une seule diagonale. Donc on n'a droit qu'à une seule diagonale. Donc je peux en faire une comme ça fait 1. Et après si je veux, je n'ai plus droit à des diagonales. 2, 3, 4, 5. Celui-ci il va se déplacer pour venir ici. Lui, je vais le déplacer ici, vous verrez pourquoi. Et celui-ci, je vais le déplacer ici. Et lui, je vais le faire, donc qui vole, je vais le faire aller 1, 2, 3 sur cette case-là, qui est une case qu'on appelle un activateur. Donc quand une unité occupe cette case, ça veut dire qu'on a le droit également de spawner ici. Donc si je suis toujours présent au tour prochain d'unité, je pourrais faire apparaître mes unités sur cette case-là. Donc c'est la fin de ma phase de mouvement. Vous avez remarqué que je me suis positionné sur ces petites cases violettes qui sont des cases de puissance. Ça veut dire que lors de la phase de mon monstre, je pourrais gagner des dés de puissance si mes unités sont toujours là. On passe à la phase d'attaque. Donc chaque unité peut faire deux types d'attaques, les attaques au corps à corps ou les attaques à distance. Là, en l'occurrence, je vais faire des attaques à distance. Et en plus, on peut faire des attaques individuelles ou des attaques combinées. Évidemment, les attaques combinées sont plus puissantes. Donc je vais faire une attaque combinée entre mon Exterminatrix qui est ici et mon Écorcheur qui est ici. Tu vas cibler qui? Je vais cibler un bâtiment, ce bâtiment-là, puisque dans mon attaque, on voit bien que lui a 4 de portée. C'est indiqué ici, le range 4. 1, 2, 3, 4, je suis bien à 4 de portée. Et pour mon Écorcheur, la portée est de 3 et je suis à 2 cases, donc je suis à portée, je peux viser ça. Pourquoi j'attaque un bâtiment ? Parce que la destruction des bâtiments, ça vous donne des dés rouges qui vont donner de la puissance à vos monstres. Donc je vais faire une attaque combinée, je suis obligé de dépenser au minimum un dé blanc par unité qui participe au combat. Donc je vais prendre 2 dés parmi ceux-là pour faire mes attaques combinées avec ces 2 unités. Et ensuite, je peux rajouter des dés blancs si ma caractéristique le permet. L'exterminatrice peut avoir jusqu'à 3 dés, donc il n'y a aucun problème. À ces dés blancs s'ajoutent les dés bonus, parce que les attaques ont des dés bonus qui sont systématiquement ajoutés, qui reviennent automatiquement dans la réserve, donc ceux-là c'est vraiment du bonus, comme leur nom l'indique. Donc mon Exterminatrix en a 2. En revanche, on voit bien que mon Écorcheur n'en a pas, donc je vais lancer 4 dés blancs et 2 dés bleus. Ici, quand on regarde justement la valeur de défense d'un bâtiment, ce sont des simples appartements, ils vont avoir donc une défense de 5. Ça veut dire que s'il a 5 réussites sur l'intégralité de ses dés, alors celui-ci sera tout simplement détruit. C'est parti. Et ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est pile poil ce qu'il fallait. Et donc, ce petit bâtiment va être détruit. On va donc y ajouter un petit token justement de flamme. Dépendamment des bâtiments, on va avoir différentes règles. Certains vont être enflammés, d'autres non. Et on va aussi avoir la capacité avec certains gros monstres de pouvoir justement taper des pieds pour pouvoir éteindre les flammes et ainsi ne pas prendre de dégâts puisqu'il ne faut pas s'arrêter sur ce genre de case. Cette attaque est terminée. Après chaque attaque, après chaque lancer de dés, il faut tout de suite transférer les dés dans la réserve appropriée. Donc là, j'ai pris des dés d'unité, donc ils vont forcément, une fois qu'ils ont été utilisés, dans la réserve de monstres. Quand on met des bleus, ils reviennent dans ma réserve générale. La dernière phase, c'est la phase de transfert. S'il me restait des dés dans ma zone d'unité, j'aurais le droit, dans cette phase, de les faire transférer dans la zone de monstre. Là, en l'occurrence, j'en ai pas, donc ça termine mon tour. D'accord. Comme l'expliquait Léo, ce qui est super marrant avec ce jeu, c'est que pour le coup, on va choisir soit d'utiliser les unités, soit les monstres, mais pas les deux. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que pour le coup, si on a des réserves de dés, mais justement dans les deux, l'adversaire ne sait pas justement ce qu'on va jouer au prochain tour. Et on va commencer à rentrer dans une espèce de mind game qui est assez intéressante. Léo a terminé son tour, je vais donc pouvoir débuter le mien. Début de mon tour, on va passer sur la phase justement d'apparition, de spawn en anglais, et je vais pouvoir arriver justement par ces cases bleues. En l'occurrence ici, je vais claquer 1 point, puisque moi mes figurines valent toutes 1, sauf justement les élites qui en valent 2. Pour faire arriver une figurine, je vais tout simplement en mettre une ici.
ici. Ensuite, mécanisme qu'on n'a pas encore vu, si je veux, je vais pouvoir utiliser hop, un dé pour faire pop justement une figurine à 1, mais je vais utiliser un deuxième dé pour la faire apparaître sur la même case, qui va donc ainsi le pousser et potentiellement me faire économiser justement une case en mouvement. En l'occurrence ici, je vais tout simplement prendre le contrôle de ces deux bâtiments-là, donc il me faut à chaque fois 3 figurines adjacentes des deux. Voilà donc pour mon apparition, j'ai utilisé l'intégralité justement de mes ressources 2D uniques que j'ai passées en monstre. Ça me permet d'enchaîner ensuite avec la phase de mouvement et tout simplement, celui-ci qui a une valeur de mouvement normalement de 5 va faire uniquement une case, c'est sa diagonale, il a le droit de faire un seul mouvement en diago, il va l'utiliser pour faire un mouvement, ainsi avoir 2 figurines en contact de ce bâtiment. Ensuite, je vais activer cet avion qui va tout simplement faire une case dans ce sens-là. Ensuite, celui-ci a une valeur de mouvement de 7 et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va bouger le petit hélicoptère qui va tout simplement venir se mettre ici. Je vais donc avoir 1, 2, 3 figurines sur ce bâtiment et 1, 2, 3 figurines aussi adjacentes à celui-là. Je vais donc gagner par bâtiment que je contrôle 1 point de puissance à ma prochaine phase de monstre. Fin donc justement de mes mouvements. Ici, phase d'attaque, j'en ai tout simplement pas puisque j'ai préféré faire quelque chose de pacifiste et avoir ainsi justement 2 points de puissance. Et c'est la fin de mon tour, c'est donc à toi. C'est à mon tour, et là, cette fois-ci, je vais être obligé de faire une phase de monstre, puisque je n'ai que des dés dans ma réserve de monstres. J'en ai pas du tout dans la réserve d'unités. Donc je vais faire forcément une phase de monstre, et ça fonctionne exactement comme pour les unités. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir la phase d'apparition, il y a une phase de ce qu'on appelle montée en puissance. C'est là qu'on va voir les dés rouges que je vais gagner avant de déplacer mon monstre. Alors c'est très simple, on regarde combien de cases de power, de puissance j'occupe. Donc j'en ai une ici, ça fait 1. J'en ai une ici, ça fait 2. Combien de bâtiments je sécurise? J'en sécurise ici 1, puisque j'ai 3 unités qui sont adjacentes à ce bâtiment. Donc je gagne 3 points de puissance, donc 3 dés rouges que je fais placer dans ma zone de puissance, là. Ensuite, je vais faire ma phase de déplacement, comme pour les unités. Mais là, je n'ai qu'une seule figurine à déplacer, c'est mon monstre. Donc mon monstre, il a une valeur de déplacement de 6. Je peux traverser mes propres unités, je n'ai pas le droit de m'arrêter dessus, et je ne peux pas traverser les zones de bâtiments, je dois les contourner. Donc là, je vais me déplacer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais arriver ici. Et là, j'ai 2 possibilités. Soit j'utilise mes dés blancs pour faire ce qu'on appelle de la marche. C'est-à-dire que ça, c'est une capacité spéciale des monstres uniquement. Pour chaque dé blanc que je dépense, soit avant mon déplacement, soit après mon déplacement, soit avant mon combat, soit après mon combat, à tout moment, lors de ma phase de monstre, j'ai le droit de dépenser de ces dés-là. Je me déplace d'une case dans n'importe quelle direction. Et là, j'ai le droit à faire plusieurs fois des diagonales si je veux. Mais évidemment, ça me consomme des dés, donc c'est des dés en moins pour mon attaque. Donc là, soit je me dis, je me rapproche un petit peu et j'essaye de voir d'attaquer ton monstre, ou alors je fais une attaque contre un bâtiment pour gagner des points de puissance. Je crois que ce que je vais faire un petit peu des deux. Je vais m'avancer un petit peu pour me rapprocher de ta défense, de ta tour, que j'ai bien envie de détruire. Je pense que je vais faire une attaque de tir à distance. J'ai des gros rayons laser que je peux lancer qui détruisent des bâtiments. Donc je vais viser ce bâtiment. J'ai une portée de 3, donc il faut que je me rapproche de 3 cases, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive ici. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc j'ai fait 4 de marche. Donc je dépense 4 dés blancs pour faire ce déplacement supplémentaire. Donc mes dés passent de ma réserve de monstres à ma réserve d'unité. À présent, je vais faire mon attaque. Donc on regarde sur ma fiche, je vois que j'ai une portée de 3, je suis bien à 1, 2, 3 de portée. Dans ce jeu, précisons-le, c'est très important, il n'y a pas de ligne de vue. Il suffit d'être à portée pour faire une attaque. On est dans un monde technologique, on a plein de choses qui nous indiquent ou qui nous aident à repérer les cibles. Les monstres sont gigantesques, énormes, donc il n'y a pas de problème de ligne de vue, il faut juste être à portée. Donc là, je suis à portée, donc je peux tirer sur ce bâtiment. Quand je regarde ma valeur d'attaque à distance, on voit que je peux avoir jusqu'à 4 dés blancs. Donc je vais prendre le maximum, je vais prendre 4 dés blancs. Je rajoute automatiquement des dés bleus, des dés bonus. Là, j'en ai 4, donc je les rajoute automatiquement. Et enfin, je peux rajouter des dés de puissance autant que je veux. Là, j'en ai que 3. Je vais les prendre, assurer le coup. Je vais absolument détruire ta base. Yes, donc là, tu vas faire ton tir. On va tout simplement mettre en opposition tes réussites avec ma défense. Ici, c'est un petit peu la tour Stark. Et là, 7 de défense. Donc, elle est beaucoup plus dure à détruire qu'un bâtiment normal. Et ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça suffit pour détruire ta base.
tu ne bénéficieras pas de ces effets spéciaux. On la retire. Mon monstre a une capacité spéciale qui s'appelle désintégration. Quand je fais des attaques à distance avec les lasers, on ne remplace pas le bâtiment détruit par des débris, mais rien du tout. Il est complètement vaporisé. Donc là, on ne met rien. D'accord. Ce qui est aussi de toute façon intéressant, c'est que ça faisait partie aussi de la règle justement de moi, de mon décor, qui était de dire qu'un combustible, si ce bâtiment est détruit, on le remplace justement par des décombres et pas par des flammes. Ici en l'occurrence, rien du tout. Juste pour préciser, quand c'est des décombres enflammés, quand on marche dessus, on se prend un dégât. Quand c'est des décombres non enflammés, ça devient du terrain difficile, donc ça consomme 2 points de mouvement par case parcourue. Comme après chaque attaque, je dois déplacer les dés qui ont été utilisés dans les bonnes réserves. Donc là, c'était des dés d'attaque de monstres qui vont donc qui vont aller dans ma réserve d'unité. Mes dés bleus retournent dans ma réserve générale. Mes dés rouges sont consommés. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détruit un bâtiment. Quand je détruis un bâtiment, je gagne automatiquement 2 dés de puissance. Et comme j'ai une capacité spéciale, parce que je suis un démolisseur, etc., quand je détruis des bâtiments, moi, je gagne 1 de plus. Donc, je gagne un 3e dé. Donc, les 3 dés que j'ai utilisés, je les ai récupérés. Il reste la dernière phase qui est la phase de transfert. Si je veux, les dés qui me restent dans ma zone ici de monstre, j'ai le droit de les déplacer vers la zone d'unité. J'ai pas le droit de faire le contraire, j'ai pas le droit, alors que je viens de jouer un monstre, de faire revenir des dés dans ma zone de monstre. Mais en l'occurrence, je vais les laisser comme ça, parce que ça me laisse la possibilité à mon prochain tour, éventuellement, d'activer mon monstre. Si j'avais aucun dé dans ma zone de monstre, je serais obligé d'activer mon unité. Là, donc, tu ne sais pas ce que je ferai au prochain tour. Et c'est la fin de mon tour. C'est maintenant à mon tour de jouer. Je vais faire une phase de monstre. J'ai choisi, je vais faire une phase de monstre. Tout simplement parce que j'ai tout BD ici. Je suis un petit peu vent dans le dos. Au niveau de ma phase de puissance, le nombre justement de points de pouvoir que je vais accumuler, je contrôle 2 bâtiments. Je vais donc en gagner 2. J'ai une règle de protecteur qui dit qu'à partir du moment où je contrôle au moins un bâtiment, je vais avoir un point bonus. Et ensuite, juste ici, j'en contrôle 1 qui me permet de gagner 1 point supplémentaire. Je vais donc être à 4. Je les prends ici de ma réserve, hop là, et ensuite, je vais passer à ma phase de mouvement. Je vais tout simplement, avec mon Defender X, c'est-à-dire bouger de 6, ça tombe bien, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire que je vais être tout droit là. Je vais pouvoir être dit aligné. En gros, on va avoir différentes notions au niveau de ce jeu. On va avoir le fait d'être sur des cases, par exemple, adjacentes, le fait d'être socle à socle et d'être complètement aligné pour pouvoir faire justement certaines actions particulières. Quand on est un monstre, au niveau de ses attaques, on va pouvoir justement soit donner un coup de poing, soit faire une attaque de tir, soit faire une attaque de puissance. Les attaques de puissance sont des particularités que les monstres peuvent utiliser. C'est des choses assez cinématographiques, le fait par exemple de faire un piétinement pour justement taper tout ce qu'il va y avoir autour, le fait de pouvoir pousser, de pouvoir faire justement des dashs, ce qu'on appelle vraiment des strafes, des coups d'épaule dans son adversaire, ou alors ici, prise de catch, une petite projection. Je vais utiliser donc une attaque de puissance, ça veut dire qu'en termes de valeur de dégâts purs, je vais pouvoir miser entre 1 à 5 dés blancs parmi ma réserve, 4 dés bleus directement parce que c'est les dégâts flat de l'attaque et au moins un dé rouge. Ça tombe bien, je viens d'en avoir pas mal. Au niveau de cette fameuse attaque de puissance, on va regarder ici donc les différentes aptitudes que j'ai et je vais tout simplement tenter un petit lancer, une projection avec cette règle ici. Je vais donc pouvoir lancer 5 blancs, 4 bleus et les 4 rouges justement que j'ai eu tout à l'heure. Toi, tu as une défense de combien? De 8. Ah, quand même. Oui. C'est parti. Je crois que ça va le faire. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Large. 13. 13, large. Large 13 fois. Donc là, l'attaque est passée. Déjà, comme elle a passé ta défense, tu vas perdre directement un petit point de vie. C'est ça, je passe à 10. Yes. Et ensuite, je vais pouvoir faire une projection. Donc c'est parti, la défense est passée. Avec brio. Donc ça veut dire que je vais pouvoir le lancer. Pour le lancer, ça va être tout simplement dans une des directions, sauf la mienne, puisque ça n'est pas une projection vers l'arrière, c'est simplement le fait de le lancer. Donc je vais pouvoir le faire soit dans cette direction, soit vers les hauts, soit vers ces 2 magnifiques bâtiments. En haute définition. Je crois que je sais où tu vas me lancer. C'est en dehors de la table, tu te casses. Non, je vais te lancer tout simplement sur ces 2 bâtiments. Je vais pouvoir te lancer jusqu'à un maximum de cases correspondant au nombre de dés de puissance que j'ai utilisé. Ici, j'en ai utilisé 4. Je vais donc faire 1, 2, 3 et 4. Tu vas donc traverser ces 2 bâtiments. On va mettre 2, 3, 4, voilà. C'est parti, on va mettre ici, justement, les petits effets d'enflammé. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut imaginer que le monstre s'est pris un premier building et un deuxième building. Il va donc perdre 1 point de vie par building. Il va être à 2. On rappelle que comme mon attaque avait passé sa défense, il a perdu 1 point de vie. Et ici, en l'occurrence, comme il est tombé justement sur 2 tokens flammes, c'est-à-dire sur 2 bâtiments en flammes, il va encore de nouveau perdre 2 points de vie supplémentaires. Il va donc en perdre 5 au total. Il était à 11, il passe à 6.
Faut savoir aussi qu'au niveau des conditions de victoire, même si on peut imaginer que certains petits scénarios apparaîtraient lors du Kickstarter, là, tout simplement, la partie s'arrête à partir du moment où un des deux camps n'a plus de monstre. Et c'est exactement la même chose en 2 contre 2 ou tout simplement en Battle Royale. Mon attaque étant faite, je vais tout simplement transférer les dés que j'avais utilisés dans mes unités, puisqu'on ne peut pas en tout cas les réallouer au même monstre. Derrière, les dés rouges vont retourner tout simplement dans la réserve de dés, et les dés bleus, pareil. Ici, en plus de ça, mon attaque, ou en tout cas le corps projeté de Léo, a pété 2 bâtiments. Il va donc me faire gagner 2 fois 2 points de puissance, puisque en gros, ici on aime bien la destruction, et ça fait gagner à chaque monstre 2 points de puissance. La particularité des destructeurs, c'est qu'eux en gagnent un bonus, puisque ils sont venus là pour ça. Et je vais donc gagner 4 points de puissance pour mon prochain tour. Là, on vient de le voir, je viens quand même d'infliger 5 points de vie. Ça semble énorme, surtout qu'au niveau des scénarios, on l'a dit tout à l'heure, même si on peut imaginer qu'on va avoir justement des petites surprises au niveau du projet Kickstarter, ou alors tout simplement un carnet de missions supplémentaire avec des objectifs comme, je sais pas, protéger un bâtiment, protéger un mur, en hommage à certains grands réalisateurs. Le fait est que, à partir du moment où on a infligé un certain nombre de dégâts, l'autre ne pourrait pas revenir dans la partie. Or, à partir du moment où un monstre a perdu à peu près, dépendamment des profils, la moitié de ses points de vie, on retourne la carte et en fait on découvre un profil en frénésie qui va lui permettre de faire beaucoup plus mal. Là par exemple on regarde et ça va lui permettre de faire quasi systématiquement 2 damages de plus que dans sa version normale et donc potentiellement justement d'inverser la vapeur par rapport à l'avance que peut avoir celui qui a eu l'initiative du combat. On vient donc de faire 2 tours chacun. Le but était de vous montrer certains mécanismes de jeu et derrière de pouvoir aussi montrer d'autres formats. On a dit tout à l'heure, là on a un affrontement, derrière on pourrait simplement jouer tous les deux contre justement un énorme monstre, ou alors tout simplement intégrer dans chacune de nos combos un deuxième monstre pour justement augmenter le nombre de combos et surtout la durée d'une partie avec tout simplement 2 fois plus de points de vie, puisque encore une fois, derrière on serait potentiellement en mort subite dès qu'il n'y aurait plus de monstre. On se retrouve les Wargamers suite à cette petite démonstration des quelques mécanismes de jeu. Faut aussi imaginer, comme on l'a vu là, qu'on va donc alterner entre justement les tours où on va jouer les unités et les tours où on va jouer les monstres, ou alors les tours où on va pouvoir justement tromper son adversaire en maintenant ce que tu as fait un petit peu à la fin, justement des dés dans sa case de montre, mais avec la majorité de ses ressources justement dans la case des unités. Tu nous as aussi ramené justement le plateau pour faire du 2 contre 2 avec 4 gros monstres, à chaque fois justement 4 fois 10 unités, donc vraiment une table ultra chargée avec plein de bâtiments, où c'est vraiment extraordinaire, c'est à la fois un bordel et on va raconter une histoire au fur et à mesure de la partie, justement la table va changer de visage. Oui, en fait c'est l'extension star de ce Kickstarter, et c'est pour ça qu'on pourra choisir soit de jouer avec la boîte de base à 1 ou 2 joueurs, soit de prendre le pledge 3-4 joueurs, et c'est cette extension qui s'appelle Battle Royale, et qui rajoute énormément d'options, puisqu'on pourra jouer 3-4 joueurs. On pourra jouer chacun pour soi, et donc il y a des zones de déploiement, on les voit de couleurs pour se déployer dans les différentes zones de la case. On voit que la map est beaucoup plus grande, on a beaucoup plus de bâtiments, d'ailleurs il y aura des nouveaux bâtiments dans cette extension, et puis il y aura 5 monstres Apex, parce qu'on pourra aussi jouer en coopération contre un monstre à 3 joueurs ou à 4 joueurs. Ça, c'est la map 4 joueurs. Il y a aussi une map 3 joueurs. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'IA, de l'intelligence artificielle? Comment réagissent les monstres, soit quand on décide de jouer tout seul, parce que c'est assez rare finalement les jeux de plateau qui nous permettent de jouer tout seul, surtout des jeux qu'on va pouvoir réutiliser avec ses potes. Eh bien, en fait, ça fonctionne avec un deck de cartes qui vont jouer à la place du monstre qu'on affronte. Et on ne peut pas prévoir complètement les choses parce qu'à un moment, dans le deck de cartes, il va vous dire de tout remélanger. Ce qui fait qu'on ne sait pas, même si vous saviez que vous aviez passé telle ou telle carte, à un moment, ça remélange. Donc, il y a un côté imprévisible. Et ce qui va se passer, c'est que parfois, il y a plusieurs cartes qui s'enchaînent. Il va décider d'abord quelle est sa cible, donc en différents critères. Donc, ça peut être le plus blessé, le moins blessé, le plus proche, le plus loin, des choses comme ça. Il va décider d'un type d'attaque. Parfois, il va attaquer aussi des unités. Et il va même enchaîner plusieurs cartes d'affilée. Et on définit le niveau de puissance du monstre avant le début de la bataille. Donc si on veut une partie facile, on lui donne plus 6 points de vie par rapport à la version normale, parce que ces monstres Apex, on peut aussi les jouer en individuel. On n'est pas obligé de les jouer en versus, en coopératif contre lui. On peut aussi le jouer seul. Mais on choisit le niveau de difficulté et ensuite, le but, c'est de réussir à éliminer ce monstre. Si par contre, un des monstres qui s'allie contre lui est éliminé, on a perdu coopérativement. Donc c'est tendu, il faut vraiment bien se coordonner avec les autres, être efficace dans ces combats. Il faut gérer quand même ses unités, parce que les unités ont besoin de récupérer des points de pouvoir. Bref, ça marche très très bien, c'est fun, c'est imprévisible, et il faut quand même avoir une bonne connaissance du jeu, mais comme on peut varier la difficulté du jeu,
même quand on commence, on peut y arriver. Tu parles justement de niveau de puissance, d'échelle de puissance. Faut savoir que de toute façon, au début de la partie, on va décider justement avec son partenaire de jeu si on joue avec 1, 2 ou 3 monstres. Ça va aussi changer potentiellement la taille de la map. Et qu'ensuite, on va avoir donc le droit à un nombre d'unités, mais que l'équilibrage se fait intrinsèquement sur chacune des unités, puisque comme son pool de dés, lui, est fixe, on va pas pouvoir tout faire. Et c'est comme ça que ça va s'équilibrer. Exactement. Les unités de base, en général, coûtent 1 point. Les unités d'élite ou certaines unités spécialistes valent 2 points pour les faire apparaître sur le plateau. C'est pas grave quand ils sont détruits parce que à sa prochaine phase d'unité, on pourra les faire revenir. Mais ça nous coûte évidemment la gestion des dés. Tout se joue sur la bonne gestion de vos ressources, et ces ressources dans ce jeu, ce sont les dés. Yes, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le voit justement au niveau des jauges. Ce sont des jauges avec cette ressource-là. Et c'est assez intéressant de voir comment est-ce que tu vas voir la naviguer avec uniquement de la mobilité. On l'a vu, mais tu peux faire plus 6, plus 8 de mouvement avec un monstre juste en faisant des petits sauts de puce. Par contre, derrière, tu vas avoir quasiment aucune puissance quand tu vas tataner. C'est quand même assez rigolo de voir tout ça. Pour revenir un petit peu sur le projet Kickstarter, celui-ci va commencer le 2 novembre et va courir jusqu'au 19, que le pledge de base sera donc à 119 $, qui est l'équivalent, on va dire, à son prix en euros avec la TVA européenne, enfin, en tout cas française. Derrière, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi des add-ons? Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir si on, justement, on jette son dévolu sur ce jeu? Et en fait, on va retrouver 3 types d'extensions. Les extensions de monstres, où on aura un type de monstre, plusieurs figurines de monstres, des figurines de bâtiments liés à ces monstres, des unités liées à ces monstres. Donc ça, c'est le type d'extension. On aura un type d'extension qui seront plutôt des bâtiments spécialisés, donc qui vont vous... Voilà, différentes, des centrales nucléaires, des églises, toutes sortes de choses qui vont avoir un petit effet sur le jeu. Et il va y avoir des nouvelles maps qu'on pourra acheter séparément. Si le projet est une réussite, vous pensez livrer quand? Eh bien, nous annonçons, alors que tout est prêt, puisque c'est un jeu qui existe déjà, on l'a juste un petit peu relooké, mais c'est le jeu qui existe déjà. Il y a juste la nouvelle extension, ce qu'on voit là, c'est-à-dire l'extension 4-5 joueurs, qui a été conçue par Privateer Press, donc on sait que c'est équilibré, que ça a été fait, mais tout est prêt. Donc là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de délai sur ce jeu-là. On annonce quand même, par sécurité, 1 an de livraison, parce qu'en ce moment, avec le Covid, avec la crise des containers et même des usines en Chine, tout prend plus de temps que d'habitude. Donc, on se donne un petit peu de délai et on annonce une livraison dans 1 an, c'est-à-dire en novembre 2022. Donc voilà, la campagne, c'est donc le 2 novembre, mardi 2 novembre à 19 h. Ça dure jusqu'au 19 novembre, jusqu'à 23 h. Et comme d'habitude, on va faire des lives, des animations, des surprises. Voilà, il y aura plein de choses à voir, il faut suivre la campagne. J'ai commencé à voir aussi que vous commenciez à publier des photos sur l'Apocalypse, ou en tout cas un petit trailer par rapport à ça. J'ai vu une partie de l'animation, en tout cas de tout ce que vous avez prévu, et c'est vrai que c'est assez quali. En tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu au studio présenter Monster Apocalypse. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers!